Bonjour à tous. Merci d'être venus aussitôt participer au début de cette journée de colloque, de dialogue sur la fin promise, annoncée et ses conséquences des énergies fossiles. Donc aujourd'hui, on va parler d'énergie. L'énergie, je le rappelle rapidement, c'est l'énergie d'une chose, c'est sa capacité à changer l'état d'autres choses autour d'elle, à la faire se mouvoir, par exemple. Pour faire se mouvoir une société comme la nôtre, il faut énormément d'énergie. En France, on a 58 réacteurs nucléaires, quelques dizaines, je pense, de barrages hydroélectriques. Maintenant, on a des appareils sophistiqués avec un retour des énergies renouvelables. On va y revenir longuement avec les éoliennes, avec les panneaux photovoltaïques, par exemple, et tout un tas d'autres structures industrielles faisant appel aux énergies renouvelables extrêmement sophistiquées dont on va essayer de parler aujourd'hui. Et puis on a l'éléphant souvent oublié au milieu du salon, les énergies fossiles. Aujourd'hui, dans l'énergie que chacun de nous utilise, consomme, les 2/3 de l'énergie ont pour source des énergies fossiles. À tout seigneur, tout honneur, le pétrole en premier constitue 43% de la consommation d'énergie finale à nous, Français. Le gaz naturel, qui est une autre forme d'hydrocarbures, c'est à peu près 20%. Et si on rajoute les quelques centrales thermiques au charbon qui fonctionnent encore en France et qui ont un rôle toujours stratégiquement important, on arrive à plus des 2/3 de l'énergie qui est consommée aujourd'hui dans le monde, en France, qui est finie, donc épuisable, polluante. On va parler du climat et dont l'horizon, le destin s'épuise selon beaucoup de scénarios au cours du siècle que nous venons d'entamer. Donc cette journée, elle va se décliner en 4 tables rondes. On parlera ensuite des ateliers qui sont présentés par les étudiants. 4 tables rondes autour de 4 grandes thématiques. Notre première table ronde ici, ça va consister à essayer de comprendre, d'une part, à quel point les hydrocarbures sont omniprésents dans la machine économique actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la chimie, entre autres, nous propose pour les remplacer, jusqu'à quel point il est possible de les remplacer. Seconde table ronde, on va essayer de montrer à quel point l'accès à l'énergie abondante et pas chère, nommée pétrole, a joué un rôle cardinal dans l'histoire du XXe siècle, un certain nombre d'étapes clés. La troisième table ronde, ça sera un peu la question qui fâche, c'est-à-dire jusqu'à quand, précisément, peut-on espérer compter sur la ressource abondante et pas chère d'énergie nommée pétrole. Et puis, la quatrième table ronde, qu'est-ce qu'on fait après? Ou qu'est-ce qu'on commence à faire maintenant? Voilà. Alors, pour cette première table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Gruson, qui va prendre la parole en premier, qui dirige le département économie de l'Institut français du pétrole. L'Institut français du pétrole, rebaptisé récemment, la question que je vous posais tout à l'heure, il y a 2 ans, Institut français du pétrole Énergie Nouvelle. IFP Énergie Nouvelle. Alors je ne comprends pas très bien la nuance, mais c'est pas grave. Qui a été rebaptisé dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Ensuite, Paul Colonna, qui est biochimiste, je peux dire ça? Biochimiste. Qui est directeur scientifique adjoint de l'Institut national de la recherche agronomique et qui s'occupe notamment de bioéconomie. Et puis enfin, Claude Roy, immédiatement à ma droite, qui est agronome et qui, entre autres nombreuses activités, est président du club des bioéconomistes. Alors, je voudrais donner la parole donc dans un premier temps à Jean-François Gruson, afin que, Jean-François, vous puissiez nous donner un panorama
faut faire un état des lieux pour savoir de quoi on parle, du point jusqu'auquel les hydrocarbures, le pétrole en particulier, sont, comme je le disais tout à l'heure, omniprésents dans la machine économique française et peut-être mondiale. Merci, bonjour à tous. Merci d'être venu si tôt. C'est bien, bravo. Je vais vous présenter très rapidement 3 ou 4 slides pour essayer de vous montrer ce dont vous a parlé Mathieu Ozano. Je voudrais rappeler que quand on parle d'énergie fossile, on parle donc de trois je dirais, produits, hein, le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Quand on regarde les enjeux aujourd'hui du pétrole, alors je ne sais pas comment, je vois bien mon slide en diapo, mais je ne vois pas comment il passe sur l'écran. C'est là-bas que ça se passe. Voilà. Mathieu vous a parlé des enjeux autour de la problématique de la ressource. Hein. Vous en parlerez cet après-midi avec d'autres intervenants. Un des deuxièmes grands problèmes sur lequel tout le débat se fait sur la problématique de l'utilisation de l'énergie fossile, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre et essentiellement pour les combustibles fossiles du CO2. Je vous ai mis juste ce graphique pour vous montrer un petit peu les questions de secteur, parce que finalement, on va parler des usages. Hein. Quand on regarde où sont les sources d'émissions de CO2, hein, qu'il faut réduire selon les estimations du GIEC par un facteur 4, par exemple, voire plus en France et dans le monde, facteur 2 au niveau mondial, pour arriver à stabiliser notre système climatique. On voit qu'il y a trois grands secteurs au niveau mondial, parce que tout ça se passe au niveau mondial. Hein. Le niveau français n'est qu'un élément du système mondial. On a 3 grands secteurs clés, quoi. La production d'électricité, l'industrie et les transports. Et quand on se pose la question au niveau du pétrole, en fait aujourd'hui, en termes d'émissions de CO2 par la combustion, il y a un secteur qui est le secteur clé, sur lequel il faut s'interroger comment limiter l'utilisation du pétrole, c'est les transports. Parce que dans la production d'électricité, il n'y a pratiquement plus de pétrole utilisé dans le monde. En France, vraiment marginalement, c'est pour gérer des pics de demande, mais on ne peut pas dire qu'il y a du pétrole utilisé dans ce secteur-là. Et dans l'industrie, une bonne partie du pétrole utilisé est un pétrole utilisé comme matière première. C'est-à-dire il n'est pas brûlé comme combustible, il sert à fabriquer des matériaux, des matières plastiques, des fibres, etc. Donc le secteur en termes où il y a une émission climatique, c'est les transports. Quand on regarde donc cette répartition dans les transports, aujourd'hui, ça représente à peu près 2,3 à 2,4 milliards de tonnes équivalent pétrole. Ça représente 55% de la consommation de pétrole aujourd'hui dans le monde. C'est donc un enjeu phénoménal. Et quand on regarde la répartition par produit, parce que une fois qu'on a parlé pétrole au sens large, il faut regarder les produits, puisque chaque produit va correspondre à une technologie et va correspondre à une possibilité de substitution. On a aujourd'hui dans le monde une majorité presque une majorité de carburant qui est de l'essence. Ensuite, le deuxième grand carburant, c'est le gazole ou le carburant diesel. Et puis ensuite, on a encore d'autres carburants dans les transports. On a le jet, qui est le carburant pour l'aviation. On a le fioul lourd aujourd'hui encore, qui est un carburant utilisé pour les bateaux, donc pour le transport maritime, et qui représente un secteur qui n'est pas du tout en décroissance. Et puis il y a les autres, c'est-à-dire la petite partie de carburant alternatif qui est utilisée dans les transports, de l'électricité, un peu de gaz et les biocarburants dont mes collègues parleront après. Et l'électricité, c'est essentiellement le réseau ferroviaire. Ce n'est pas de l'électricité pour la voiture ou pour les camions. Et quand on se place dans le futur, on voit bien que les enjeux sont bien concentrés sur ces 2 secteurs-là, puisqu'on voit que, quand on regarde les scénarios publiés par l'Agence internationale de l'énergie, alors après on peut discuter de leur fiabilité, de leur pertinence. Ce ne sont que des scénarios, ce ne sont pas des prévisions, c'est des éléments de contexte qui permettent de dire c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut agir pour que ça ne se produise pas, cette évolution. On voit bien que les 2 seuls secteurs où vraiment
on a des enjeux, c'est essentiellement les transports, et ça dans toutes les régions du monde, essentiellement, particulièrement dans les pays en émergents, comme peut-on encore appeler la Chine un pays émergent d'ailleurs, et l'Asie en général, donc c'est lié au développement économique et à la population, et l'industrie c'est la pétrochimie. Voilà. Juste pour vous donner des scénarios où on a essayé justement de faire quelque chose pour voir comment on pouvait se passer de pétrole dans le secteur énergétique en France. Là, je vous présente un graphique, donc c'est l'Alliance Ancre, l'Alliance pour l'énergie, qui regroupe la plupart des établissements de recherche publics sur ce domaine. J'ai quelques scénarios pour vous montrer qu'il y a deux axes dans tous les cas de figure. Il faut diminuer la demande, c'est-à-dire il faut traiter différemment la mobilité, il faut la rendre plus efficace, donc au point de vue organisationnel. C'est à la fois les marchandises et les personnes. Ensuite, il faut des technologies qui soient plus efficaces. Donc là, on rentre dans tous les enjeux autour de l'électrification des véhicules, par exemple. Et troisièmement, il faut des carburants qui ont une empreinte carbone plus faible. Et là, on rentre à nouveau dans soit on a toujours des besoins de carburant liquide ou de carburant gazeux, et on va rentrer le plus souvent dans une approche où la ressource biomasse va être sollicitée, ou on est passé à l'électrification, et à ce moment-là, on est rentré dans le système électrique. Voilà. Donc là, on a un panorama des problèmes. Vous voyez qu'ils sont vastes et complexes déjà en première approche. Paul Colonna, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on sait faire aujourd'hui en biochimie pour remplacer le pétrole? Est-ce qu'on sait remplacer toutes les formes de pétrole utilisées aujourd'hui dans l'industrie, que ce soit comme carburant ou comme matière première pour tout un tas de filières industrielles? Bonjour. Donc, la question qui m'est posée, je vais me forcer de répondre, c'est savoir est-ce qu'on peut faire de l'énergie avec de la biomasse? Alors, pour entrer dans cette question-là, je vous propose un premier schéma où on va représenter la biomasse dans l'ensemble des flux de carbone biogéophysiques à la surface du sol, voire dans certaines profondeurs. Donc, ce qui est important de voir dans cet élément-là, c'est que la clé d'entrée, c'est la concentration en CO2 ou gaz équivalent, donc méthane et N2O, et la maîtrise de cette concentration-là. La discussion ce matin serait complètement différente si nous n'avions pas démontré qu'il y a un effet de serre provoqué par certains gaz. Et donc la maîtrise de cette concentration-là suppose que l'on maîtrise les flux qui alimentent ou qui déstockent cette partie atmosphère. Et donc, dans les flux qui alimentent, le premier à citer, bien entendu, auquel on pense tout de suite, c'est le flux de carbone fossile, vous voyez, qui est de l'ordre de 8 gigatonnes par an. Ensuite, il y a un certain nombre de flux, on laisse tomber le flux volcanique, qu'on ne pourra jamais maîtriser, bien entendu, et qui est erratique. Et ensuite, il y a deux autres flux sur lesquels il y a des flux montants et descendants, si on peut dire. Il y a les organismes vivants, dont nous faisons partie, qui respirons. Et nous avons les plantes, et dedans nous avons les plantes qui, elles, ont cette capacité d'aller chercher du CO2 pour faire de la biomasse. Et donc là, il y a un ensemble de flux réciproques qui existe et dont sa capacité, normalement, est d'aller pomper 3 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Donc ça vous explique pourquoi la concentration en CO2, depuis les âges anciens de la Terre, a diminué progressivement, tout simplement parce que l'apparition de la vie a conduit à la disparition du CO2 au profit de l'oxygène. Ça, c'est la partie organismes vivants. Ces organismes vivants, pour certains d'entre eux, quand ils se décomposent, vont dans le sol et vont constituer de la biomasse inerte, donc elle n'est plus vivante du tout, on ne parle pas des micro-organismes. Et quand nous transformons des prairies ou des forêts de manière brutale en retournant le sol, nous déstockons très rapidement ce carbone organique. Et à ce moment-là, nous avons des changements d'usage des sols avec un flux montant qui est de l'ordre de 2 gigatonnes. Ce qui se passe à la surface du sol par les organismes vivants se passe aussi au niveau de la mer, au niveau des océans. Je l'ai distingué parce que c'est difficilement comparable en termes de valeur.
Et donc, vous voyez qu'on pompe aussi à nouveau 2 gigatonnes de carbone par an. Donc, si nous voulions équilibrer complètement la concentration en CO2 de l'atmosphère, ça ne conduit pas à mettre à zéro le flux de carbone fossile qui alimente l'atmosphère. Le système vivant de la biosphère est capable d'absorber, en gros, 50% du flux de CO2 généré chaque année, selon avec des incertitudes liées aux mesures qui sont faites sur cet ensemble-là. Mais donc, nous sommes dans un système qui ne suppose pas de mettre à zéro le carbone fossile. Ensuite, si nous voulions utiliser de la biomasse, le cercle avec les 2 flèches là qui tournent, pourrait quand simplement à dire que nous allons prélever une partie du flux de biomasse pour d'autres fonctions que simplement la vie à la surface du sol. Et donc l'idée est d'utiliser justement ce flux de biomasse à partir de la photosynthèse et ensuite de le faire tourner très rapidement pour envoyer du CO2 en disant la biomasse va le récupérer. La seule limite que l'on a à ce jeu-là, il faut bien l'avoir en tête, c'est les changements d'usage des sols. Parce que si nous déstockons trop rapidement ou de manière intensive le carbone qui est dans le sol, nous risquons d'avoir, si on allait jusqu'au bout de la logique, en gros, on a 1600 gigatonnes de carbone dans le sol qui sont prêts à être déstockés et transformés en CO2, et nous avons 750 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Donc nous en avons 2 fois plus dans le sol que ce que nous avons dans l'atmosphère. Donc il faut être vigilant sur cette partie-là, sur la conduite, on va dire agronomique globalement, de l'ensemble. Alors qu'est-ce que nous savons faire à l'heure actuelle? Nous savons faire des bioraffineries. Alors, donc nous utilisons des biomasses agricoles, forestières, algales, je veux dire tous les pays côtiers, utilisent depuis très longtemps des algues, des macro-algues, à des fonctions énergétiques. Nous récupérons des grains, des tiges, des bois, et la première fonction la plus simple, à l'heure actuelle la plus industrialisée, c'est celle qui consiste à faire du pellets, du bois énergie. Et ce bois énergie, quand vous le mesurez sa capacité énergétique ou sa densité énergétique, pour parler simplement, vous conservez simplement les ordres de valeur numériques, c'est entre 16 à 19 mégajoules par kilogramme. C'est la valeur. La référence qu'il faut avoir en tête, c'est celle qui est située en bas à droite. Si vous avez du diesel ou du gasoline, peu importe, vous voyez que vous êtes à 42 mégajoules par kilogramme. Donc si vous voulez remplir un réservoir avec du bois, indépendamment de tout un tas de problèmes physiques que vous aurez par ailleurs, vous voyez, vous avez simplement un facteur de 5 qui vient se glisser dans l'équation. Alors heureusement, par des procédés physiques et biotechnologiques, on sait décomposer cette biomasse et on va faire un certain nombre de produits. Le plus simple et le plus connu, c'est la partie méthane, puisque c'est à l'heure actuelle la mode en France, ou en certains pays d'Europe, on fait de la méthanisation. On obtient du méthane, vous voyez que le méthane a une valeur de 50 qui est supérieure à celle des carburants fossiles utilisés à l'heure actuelle. Mais on peut décomposer, et la logique qui préside à l'heure actuelle à cet ensemble-là est de dire si on décompose jusqu'au terme le plus ultime, donc on fait un mélange CO plus H2, donc on fait ce qu'on appelle du syngaz, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer de l'hydrogène. Ça, ce serait la version merveilleuse qui va nous poser des problèmes d'infrastructure. En revanche, pour transporter cet hydrogène et créer les services de motorisation qui vont l'utiliser. Mais si, au lieu de descendre au COH2, où on peut l'utiliser par des procédés biotechnologiques, vous décomposez la biomasse, vous la fermentez, en gros, vous faites de l'éthanol, comme on sait le faire depuis la nuit des temps avec du saccharose, mais vous pouvez utiliser d'autres molécules. À ce moment-là, on a une gamme de molécules disponibles. Plus simple, c'est l'éthanol. Ensuite, on peut faire du butanol. On peut faire des alcanes microbiens. Et chaque fois, je vous ai donné la correspondance, la densité énergétique correspondant à ces molécules. Toutes ces molécules sont disponibles à l'heure actuelle sur la table. Au niveau recherche, évidemment. Au niveau développement, on est plus avancé sur la partie éthanol que sur la partie butanol. Donc, on dispose à l'heure actuelle, au plan biotechnologique, de dispositifs, de procédés qui nous permettent d'amener des molécules qui sont compatibles avec les moteurs présents dans nos sociétés, et donc qui permettraient de se substituer tout ou partie pour le fonctionnement de ces moteurs, en restant dans le cadre énergétique. Donc techniquement, on sait à peu près tout faire. Maintenant, il y a un certain nombre de limites dont on va débattre. Déjà, pour se représenter un petit peu les enjeux, aujourd'hui, l'essentiel des usages pour ce qui est des carburants, c'est ce qu'on appelle les carburants de première génération, les biocarburants de première génération. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui aux États-Unis, sur l'ensemble des cultures de maïs, vous imaginez la production de maïs américaine, c'est pas rien. 40% de ces récoltes finissent dans les réservoirs des voitures. 40% de ces récoltes, et sachant que ce sont des récoltes de maïs OGM.
Claude Roy, qu'est-ce que vous voyez comme principale limite ou objection à un développement massif de ce type d'installation industrielle que Paul Colonna vient de nous présenter? Merci. Vous ne m'avez pas autorisé à présenter de transparent, donc je vais essayer de vous convaincre par la seule magie de ma parole. Je voudrais essayer de redonner peut-être un cadre de réflexion à tout ce qui a été dit, parce que tout ça doit rentrer dans un cadre. Et ce cadre, c'est le nombre d'habitants sur la planète déjà. On était 1 milliard d'habitants en 1900, 6 milliards d'habitants en 1960, on est 7 et quelques aujourd'hui. Non, on était 3 milliards d'habitants en 1960, excusez-moi, on est 7 aujourd'hui, et on va vers 10 en gros en 2050, après ça devrait stabiliser, théoriquement. Et en plus, ces habitants, ils vivent de mieux en mieux, ils consomment de plus en plus. En gros, il y a 10 fois moins de voitures par habitant en Chine qu'en Europe, donc on peut penser qu'il y aura de plus en plus de voitures aussi en Chine. Donc là, notre cadre de réflexion, c'est la démographie mondiale et c'est le niveau de consommation mondiale. Celui-là, il nous amène à voir que principalement, il y a un énorme défi planétaire qui est le défi des ressources, et pas uniquement pétrolières et énergétiques, mais également des ressources alimentaires, des ressources en eau, des ressources en terre. Enfin, disons, les ressources énergétiques. Puis il y a un deuxième défi qui est le défi climatique, les deux allant ensemble. Ce qui voudrait dire que le deuxième message que j'aurais à passer, c'est de dire que la première priorité numéro 1, c'est peut-être pas de s'intéresser aux énergies renouvelables et tout, c'est de s'intéresser au cran de la ceinture qu'on va devoir serrer. À quel niveau de sobriété on va s'imposer notre futur mode de vie, notre futur mode de consommation, savoir si on va continuer à manger des beefsteaks ou plutôt revenir à des protéines végétales, ça, c'est absolument fondamental. Si on ne serre pas la ceinture, nos énergies renouvelables, c'est le tonneau des Danaïdes. On peut en mettre des kilomètres et des kilomètres dans le tonneau, comme ça fuira par le fond, de toute façon on n'arrivera jamais à remplir le tonneau. C'est très grave. Alors maintenant quand même ces énergies renouvelables, rappelez que c'est très difficile parce que est-ce que la dame africaine qui va chercher son charbon de bois, qui le ramène pour cuisiner dans un foyer 3 pierres dans un village du Cameroun, est-ce qu'on considère que c'est de l'énergie renouvelable ou pas? Moi, je vais vous parler plutôt d'énergie renouvelable, on va dire un petit peu moderne, c'est-à-dire les réseaux de chaleur, les centrales bioélectriques, les biocarburants, les gaz de synthèse, le biogaz, etc. C'est en gros 5% de l'énergie consommée dans le monde, les énergies renouvelables, 5%. C'est à peu près la même chose en France d'ailleurs, c'est un peu plus. En France, c'est la biomasse qui fait 5% de l'énergie consommée. On sait qu'on peut faire 2 fois plus, 10%. On pense qu'on peut faire encore 4 fois plus, 20%. Après, on ne sait plus trop. Parce qu'après, on bute sur justement des problèmes de ressources. Il faut quand même savoir que dans ces énergies renouvelables, la biomasse en représente les 2/3. On parle que des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, mais c'est rien du tout, les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Je vous donnerai 2 chiffres tout à l'heure. Donc c'est la biomasse qui est le plus lourd en termes de consommation. Est-ce qu'on peut multiplier à l'infini le développement des énergies renouvelables, c'est-à-dire consacrer de plus en plus de terres, de plus en plus de forêts, de plus en plus de rayons solaires, on va dire, à de la production d'énergie? Là, il y a un point d'interrogation. Où sont nos limites? Nos limites, c'est clair que dans la bioéconomie, donc je suis président du club des bioéconomistes, ce sont des limites d'une part de surface disponible, terres agricoles et forêts, c'est pas infini, et puis des limites de concurrence. C'est-à-dire qu'il faut quand même pour se chauffer, même pour le plaisir de se chauffer et de rouler, il faut quand même continuer à manger. On a des débats très lourds sur manger ou rouler, construire ou se chauffer. Est-ce que le développement des politiques énergie renouvelables a conduit à fermer certaines usines de panneaux de particules en Allemagne? Est-ce que c'est légitime? On se pose ces questions. Le retrait des centrales nucléaires allemandes a conduit à développer la méthanisation à partir de cultures de maïs. 800 000 hectares de cultures de maïs. Vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est que la méthanisation? La méthanisation, c'est la fermentation anaérobie de matière organique qui produit du méthane, c'est-à-dire du gaz tout simplement. Voilà, toutes ces questions sont posées, ce sont des questions de limite, ce sont des questions de concurrence d'usage, d'équilibre. Donc, je voulais juste, pour terminer, signaler qu'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que parmi ces énergies renouvelables, la quasi-totalité ne produit que de l'électricité. L'hydraulique, l'éolien, le solaire, etc. Il y en a une seule qui produit des molécules,
c'est la biomasse. Donc une seule qui peut effectivement directement substituer du pétrole. Aujourd'hui, le seul moyen que nous ayons physiquement de remplacer du pétrole, du carburant, c'est la biomasse. Parce que le pétrole, ça a été formé il y a 200 millions d'années, ça a été au départ de la biomasse. Voilà. Vous pouvez expliquer ça aussi ? Oui, on avait au départ des lagunes très riches en matériel végétal. On a eu des débris végétaux. Ceux-ci se sont déposés au fond de zones lagunaires, on va dire, comme ils continuent à s'en déposer au débouché des grands fleuves amazoniens ou des grands fleuves européens. Sous la pression à la fois de l'eau et puis des pressions tectoniques qui se sont rajoutées, ces matières organiques, l'oxygène de ces matières organiques a été chassé et cette biomasse s'est transformée en hydrocarbures. Dans la biomasse, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans le pétrole, il n'y a plus d'oxygène. Il a été chassé par les mécanismes géologiques. Donc finalement, le pétrole, c'est de la biomasse fossile, va-t-on dire. D'ailleurs, comme le gaz ou comme le charbon. Voilà, exactement. Je termine juste en donnant quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée qui ne sont jamais donnés, ces ordres d'idée. L'Agence internationale de l'énergie fait des prévisions régulières à 10 ans. Là, je vais vous donner des chiffres en gros entre 2010 et 2030. Les énergies fossiles carbonées, donc pétrole, gaz, charbon, devraient continuer à présenter environ 12 milliards de tonnes équivalent pétrole par an. La biomasse devrait représenter 2 milliards de tonnes équivalent pétrole par an, numéro 2. Le nucléaire, difficile à calculer le nucléaire, mais enfin devrait représenter 1 milliard, un peu plus d'1 milliard de tonnes équivalent pétrole par an. Et toutes les autres énergies confondues, hydraulique, solaire, éolien, hydrolien, géothermique, moins de 1 milliard de tonnes équivalent pétrole par an. Ça, c'est si on reste dans ce qu'on appelle le business as usual. Non, c'est la progressivité tendancielle jusqu'à 2030. Ça n'est pas, c'est pour montrer à quel point dans ce combat pour les ressources, la bioéconomie, la biomasse est un facteur majeur, non seulement par son importance, mais aussi par sa diversité. Parce que cette biomasse, elle me sert à faire du pétrole, de l'électricité, du gaz, du charbon, l'équivalent du charbon, mais elle sert à manger, elle sert à construire, elle sert à faire de la chimie. C'est le seul moyen que j'ai de remplacer le pétrole dans la chimie, par exemple, aujourd'hui. Et malheureusement, quand même en face, j'ai 10 milliards d'habitants à nourrir. Voilà le vrai débat. Si on regarde à l'échelle française, où se trouve la limite ? Est-ce qu'on est déjà éventuellement proche d'une limite de développement des usages biomasse, énergie et industrielle de la biomasse ? Disons qu'on est à 5% de part de marché de l'économie française. L'économie des matériaux, l'économie de la chimie, l'économie de l'énergie. La bioéconomie représente 5%. Elle représente, si on y intègre en même temps l'agroalimentaire, la filière bois, les nouveaux carburants, la nouvelle chimie, les nouveaux composites, les nouveaux tout ce que vous voulez, elle représente environ 600 000 emplois. C'est pas négligeable. Les toutes nouvelles filières, celles qui sont nées il y a moins de 20 ans, elles représentent 100 000 emplois, à elles seules. Elle fait 5% de part de marché. Je dirais, c'est très difficile à évaluer, mais c'est quand même une économie qui pousse de l'ordre de 3% par an. On est dans un système de croissance verte, comme on dit. Si on se propulse, non pas en 2020, les échéances du paquet énergie-climat, plutôt en 2030, soyons rationnels et raisonnables, je pense que c'est une économie qui peut doubler la mise, qui doit doubler la mise. D'ailleurs, c'est ce qui est en gros décrit dans les feuilles de route du Grenelle, dans les feuilles de route du paquet climat. C'est-à-dire faire 10% de part de marché. Les Américains visent beaucoup plus que ça. Et puis si on se propulse vers 2050, c'est-à-dire les échéances du facteur 4, celles qui sont dans le rapport de M. de Boissieu sur le facteur 4, etc., il faudrait là qu'on multiplie encore par 2, c'est-à-dire qu'on arrive à atteindre 20% de l'économie française biosourcée. Ça ne sera possible que si l'économie française se serrait la ceinture. Si l'économie française ne se serre pas la ceinture, ça sera une course perdue d'avance. On ne pourra jamais la rattraper en accroissant le potentiel par rapport à une économie qui continue à consommer de plus en plus. Jean-François Gruson, comment est-ce que vous voyez cette double contrainte, c'est-à-dire la nécessité, pour des raisons d'une part
climatique et d'autre part d'épuisement des ressources fossiles, cette nécessité de développer l'économie de la biomasse et les contraintes qui s'imposent au développement de cette économie en termes de culture disponible, comment est-ce que vous voyez ces limites ? Alors je vais répondre, je laisserai la parole à Paul Colonna pour répondre sur le plan plus agronomique. On voit très clairement aujourd'hui qu'il y a d'autres types de ressources de biomasse quelque part. Il y a une ressource qui est proche de l'agriculture, de l'alimentation, etc. Celle-là aujourd'hui, pour faire de l'usine, on en fait essentiellement, à part en Allemagne où on fait avec le maïs du méthane, mais sinon on en fait surtout des biocarburants aujourd'hui, et on sait aujourd'hui qu'il y a une limite à ça. Il y a quelques potentiels avec la canne à sucre dans certaines zones, mais il y a une limite à l'utilisation de cette ressource-là. Donc quand on regarde pour aller au-delà de ce 5%, on regarde autre chose. Donc on regarde l'utilisation des déchets, donc ça c'est toute la problématique méthanisation. Donc de nouveau on fait du biogaz. Alors après avec ce biogaz, qu'est-ce qu'on va remplacer? Est-ce qu'on remplace du pétrole ou est-ce qu'on remplace du gaz? Aujourd'hui on remplace du gaz, on ne remplace pas du pétrole avec ce biogaz. Ensuite, si on veut remplacer du pétrole de façon simple, il faut un liquide. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole utilisé, c'est une forme liquide. Et c'est pour ça qu'on a des technologies qu'on essaie de mettre en place, des procédés chimiques ou des procédés biotechnologiques pour refaire des liquides. Donc là, on attaque une biomasse qui est une biomasse qu'on va appeler forestière ou résidu d'agriculture, donc ce qu'on appelle la lignocellulose, quelque chose qui n'est pas utilisé pour l'alimentaire directement, et c'est cette ressource-là qu'on essaie de valoriser. Alors là, on a un potentiel qui permet d'aller au-delà, et après, on rentre dans un système qui est complexe, donc on ne connaît pas bien, parce que, par exemple, au niveau français, on a des potentiels, mais on sait qu'il y a des limites, il faut pouvoir exploiter la forêt, c'est pas simple d'exploiter la forêt en France. Aujourd'hui, on est déjà souvent en limite de l'utilisation de ce qui est facilement utilisable. Donc on voit que là, on a des problématiques, comme a dit Claude Roy, de ressources et d'organisation au niveau français. Et de coûts. Alors, sans parler du coût, aujourd'hui, même la première génération, même avec un prix du brut à 130, à 110, 115 $ le baril, 110, 115 $ le baril, ça représente pour le prix de l'essence hors taxe 60 centimes le litre. Quand on regarde les coûts de revient des biocarburants, je veux dire, en dehors de toute problématique de fiscalité, pour la première génération, on est dans ces eaux-là ou au-dessus. Donc on est plus cher, même avec un prix du brut à 110, 120 $ le baril. Et sur la deuxième génération, on est encore un petit peu au-dessus et on essaie de la rabattre. Donc on n'a pas un système qui est naturellement compétitif. Donc il nous faut une taxe carbone. Ça, je vous laisse tirer cette conclusion. Il y a deux enjeux. Il peut y avoir des politiques publiques qui permettent de développer ça. La politique publique peut passer par une taxe carbone, peut passer par d'autres systèmes de ce type-là, par des obligations d'incorporation, des tas de choses de ce type-là. Il y a des politiques publiques. Et puis après, il y a quand même une approche qu'on va appeler technico-économique, c'est de dire il faut travailler sur le coût de l'approvisionnement, il faut travailler sur le coût des technologies, il faut travailler sur le rendement des technologies, parce que de toute façon, il faut baisser les prix. Parce que même si vous mettez une taxe carbone, ça veut dire que quelque part, le prix du kilomètre que vous allez parcourir va vous coûter plus cher. Donc ça pose un problème, on l'a bien vu dans le passé, à chaque fois ça pose un problème social. De dire voilà, de toute façon ça va coûter plus cher. Que ça soit directement par le prix ou par une fiscalité ou par l'impôt ou par ce que vous voulez, quelque part on aura à payer plus cher. Alors on a déjà un élément qui va être récurrent je pense dans cette journée, c'est que, mesdames et messieurs, notre facture d'énergie a toutes les chances d'augmenter. Paul Colonna, je pose la question au responsable scientifique de l'INRA. Est-ce qu'un développement massif des usages industriels de la biomasse risque de se confronter à une limite qui est celle de la concurrence avec les cultures destinées à l'alimentation? Oui, avant de répondre directement à votre question, j'aurais juste interagir avec mes deux collègues. Là. Bien sûr. C'est bien de dire que ça coûte plus cher. Mais si on ne fait rien, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien non plus. Hein? Olivier Stern a fait un rapport qui a été publié il y a quelques années. Il a montré que si on ne faisait rien, ça nous coûtait 3 points de PIB.
Bon, l'avantage, c'est que ce seront nos enfants et nos petits-enfants qui le paieront. Donc nous, ça ne nous coûtera rien aujourd'hui, au moment des élections. Ça, je suis d'accord. C'est quand même un élément important quand on doit faire des choix politiques. Premier élément. Ensuite, sur la concurrence des usages de la biomasse. Claude Roy l'a bien dit, à l'heure actuelle, on est en gros à 5%, on va monter à 10%. On peut espérer monter à 20% en France, en faisant un certain nombre d'aménagements. Est-ce que ça met en tension notre système alimentaire? Notre système alimentaire est déjà en tension. La France importe 60% de ses protéines. Elle n'est pas autonome au plan alimentaire. Donc, par voie de conséquence, nous reposons déjà complètement sur un système international pour importer un certain nombre de matières que nous transformons, que nous vendons ensuite peut-être à l'extérieur, parce que nous avons fait un choix de régime alimentaire. Ce choix de régime alimentaire en Occident, globalement, ne peut pas être transposé à l'échelle du monde. Donc on ne pourra pas passer de 7 milliards que nous sommes à l'heure actuelle à 9,5 milliards, peu importe la projection, en diffusant ce modèle alimentaire. Donc quand Claude Roy disait, nous, les Chinois, en gros, enfin le peuple chinois, chaque Chinois au sens de la République, attention, a 10 fois moins de voitures que nous. Il faut dire qu'il a 10 fois moins de voitures, mais on sait aussi que l'ensemble de ces pays d'Asie vont aussi voir l'apparition d'une classe moyenne qui va demander des téléviseurs, des meubles, des produits d'hygiène, des produits d'habillement, etc. Donc la demande, elle va s'exercer sur l'ensemble des produits de consommation, alimentaires et non alimentaires. Et dans cet ensemble de produits de consommation, n'oubliez pas que 60% des habits des personnes qui sont dans cette salle sont quand même fondés sur des carbones biosourcés. La laine, le coton et la soie représentent 60% de nos habits en Occident. Et je parle que du système marchand, bien entendu. Quand on va dans des pays en voie de développement, le système marchand n'existe pas sur les habits, donc on ne le voit pas apparaître, on ne peut pas le mesurer. Donc la demande, le système est déjà, à l'heure actuelle, complètement sous tension. Donc la première remarque de Claude Roy est complètement juste. Il faut réduire le niveau de consommation de produits. Et donc c'est la balance entre usage strictement alimentaire et usage alimentaire qui est à revoir. Mais dans la partie alimentaire, il y a aussi la révision de nos modèles économiques, du choix que l'on a fait en Europe et dans les pays développés d'avoir des protéines animales. Quand vous consommez 1 gramme ou 1 calorie, peu importe, de protéines animales, sachez qu'il vous faut entre 3 et 7 grammes de protéines végétales ou de calories. Peu importe pour aujourd'hui, du moins, on peut se permettre sa certitude. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, on a fait des choix. Ces choix ne sont pas transposables à l'échelle du monde entier. Donc si on veut se projeter en 2050, ça nous oblige à revoir ça. Nous sommes à l'heure actuelle sous tension. Et comme l'a dit Jean-François Gruson, nous ne savons pas utiliser à l'heure actuelle complètement la biomasse qui est produite. Donc notre taux d'extraction de biomasse de forêt géré de manière durable, il ne s'agit pas de faire de la déforestation sauvage, nous permettrait en gros d'augmenter par un facteur 4 la quantité de biomasse. Dans la partie plantes de grande culture, on sait qu'on doit être capable de récupérer l'ensemble des tiges, toute la fraction indigestible de ces produits-là. Quand vous vous projetez dans une agriculture en 2030 ou 2050, qui sera à la fois économiquement intensive, mais aussi écologiquement intensive, le premier élément qui va changer nos campagnes va être la partie agroécologie, et donc voir l'apparition de haies, de mélanges de cultures, de mélanges d'espèces, etc. Et la conséquence de ça, alors vous pouvez avoir une vision un peu simpliste, on va dire de bobo, consiste à dire on va diversifier nos régimes alimentaires, etc. On va faire des circuits courts, etc. Bon, ça c'est sympathique, mais surtout ça va vous amener derrière à faire du tri, de la collecte et du tri. Et donc ça veut dire qu'on va récupérer beaucoup plus d'éléments végétaux divers, et en particulier l'ignocellulose. Toutes les fois que vous avez des haies, la haie elle est tondue tous les 10 ans, vous récupérez de la lignocellulose. On parle pour dégrader la biomasse, on parle de la nécessité du recours à des enzymes et à des levures et éventuellement à beaucoup de biogénétique derrière tout ça, c'est exact ? Oui, alors j'ai vu que vous y avez instillé le poison tout à fait au début en expliquant qu'il y a 40% du maïs américain OGM en plus qui sert à faire du C'est juste un fait. Oui, c'est un fait, mais enfin bon, quelquefois il y a des mots comme ça qui ont une connotation très chargée, en particulier dans le discours français. Donc c'est bien pour animer un débat, mais je vais me forcer d'y répondre. Oui, on ne peut pas avoir fait des progrès considérables dans la compréhension du vivant, ce qu'on appelle la biologie moderne, en gros depuis Watson et Crick, avoir développé des outils qui permettent de modifier l'ADN. Donc on sait faire à l'heure actuelle des enzymes et des micro-organismes et des plantes qui sont plus efficaces.
pour faire de la conversion d'énergie solaire en biomasse et pour transformer cette biomasse en molécules qui nous intéressent, qu'elles soient à finalité alimentaire ou non alimentaire. Donc vous avez parlé des OGM, mais les plantes que nous utilisons à l'heure actuelle, elles ne sont peut-être pas OGM, mais elles n'ont rien à voir avec les plantes que l'on peut trouver dans la nature. Il n'y a aucune relation, il n'y a aucune analogie possible entre la théocynthe, qui est l'enceinte du maïs, et le maïs que nous avons aujourd'hui. Donc même les Mexicains ne s'y retrouveraient pas dans ce jeu-là. Donc même si les plantes ne sont pas OGM, on dispose à l'heure actuelle de techniques de modification de l'ADN qui nous permettent de faire des plantes et des micro-organismes améliorés sans faire les horribles GM, c'est-à-dire la transgénèse en gros, transférer des gènes, etc. On sait le faire et c'est pas allant pour cacher les OGM, etc. Mais on sait le faire, donc on sait disposer de capacités. On sait à l'heure actuelle faire des levures, pour être très clair, qui vont fermenter l'ensemble des sucres présents dans la biomasse. Quand vous utilisez la levure standard, celle qui est en brasserie, elle ne transforme que le glucose. Quand vous voulez faire de l'éthanol industriel, il vous faut transformer l'ensemble des sucres. Donc il nous reste un petit quart d'heure, je voudrais prendre quelques questions dans la salle pour les introduire. Donc si je résume, sortir du pétrole, en caricaturant bien entendu, sortir du pétrole, ça suppose qu'on devienne tous végétariens et qu'on accepte les OGM. Non. Voilà, caricatural. On peut prendre quelques questions dans la salle pour le quart d'heure qui nous reste. Oui. Bonjour. J'aimerais poser une question à Monsieur Gluson, c'est ça? Bon, d'abord, merci à tous pour la petite présentation. La question que j'ai, en fait, c'est par rapport au pétrole. Beaucoup de scientifiques et d'économistes nous disent que le pétrole, probablement que sa quantité en volume gouverne la croissance économique et la production mondiale de pétrole gouverne la croissance économique. La question que j'ai, c'est à 5 ou 10 ans près, on voit qu'à peu près nous sommes dans le pic de production du pétrole actuellement. Et je voulais savoir, c'est une question très naïve, si est-ce que la transition énergétique peut être profitable pour la croissance? Est-ce que de la croissance peut être générée dans le cadre de la transition énergétique, ou est-ce que le fait d'avoir une transition énergétique de toute façon va nous coûter du PIB? C'était ça ma petite question. Est-ce que c'est seulement certains secteurs qui vont être dynamisés par ça, ou est-ce que globalement on peut augmenter la croissance par cette transition? Question clé s'il en est. Alors là, c'est une vaste question. Pour y répondre rapidement, je dirais que aujourd'hui, ce qui est un élément clé de la croissance économique et qui intervient dans la croissance économique, c'est la consommation d'énergie. Voilà. Qu'elle soit pétrolière, qu'elle soit gazière, qu'elle soit charbonnière, qu'elle soit via l'électricité, via les liquides, on a besoin d'énergie pour avoir une croissance économique. Pas spécialement pétrolière. Pétrole, c'est parce que c'est plus facile. C'est plus facile de faire. Quand on a voulu faire des voitures au début du XXe siècle, on a utilisé toutes les solutions, on a testé toutes les solutions qui sont celles d'aujourd'hui. Le moteur à essence, le moteur à gazole, le moteur à huile végétale, le moteur à éthanol, le moteur électrique, la pile à combustible, le moteur à hydrogène, le moteur à gaz. Tout ça, ça existait au début du XXe siècle. Pourquoi on n'a pas continué sur cette voie-là? Parce qu'on avait un système qui était plus simple, plus facile. Voilà. Donc à partir de là, je veux dire, tant qu'on a de l'énergie, puisque finalement toute création humaine, toute création d'objets, toute création de services, que ce soit quand on voit les ordinateurs, tout ça nécessite de l'énergie. Donc si on n'a pas d'énergie, on a un vrai problème d'avenir pour la planète et de croissance et tout ce qui va avec. Si on a de l'énergie, on a deux enjeux. Cette énergie, il faut qu'elle soit le moins impactante dans le système. Donc on a plusieurs types d'impact. Il faut qu'elle soit efficace. Donc il faut qu'on ait un système qui utilise l'énergie, qui soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, on peut considérer que ce n'est pas le cas, pour des tas de raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut deuxièmement que le prélèvement sur le PIB de cette énergie soit limité. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir, par unité de service rendu, que le coût énergétique soit pas trop élevé. Et troisièmement, il faut que, du point de vue pollution, changement climatique, impact santé, il faut que cette énergie ait des impacts minimums là-dessus. Donc toute la transition énergétique, elle est dans cette logique-là. Voilà.
Donc, si on substitue le pétrole par quelque chose qui permet de fournir l'énergie dans les conditions que je vous ai données pour un système économique, on aura une croissance, ça ne sera pas un élément clé. Voilà, de façon très simple et rapide. Claude Roy voulait réagir. Oui, je réagis sur votre question qui concerne savoir est-ce que finalement la rareté énergétique peut créer de la richesse, du PIB et de l'emploi. C'est le discours sur l'économie verte, la croissance verte, etc. D'un côté, oui, c'est clair. À partir du moment où vous mettez une nouvelle contrainte sur une économie, vous allez créer des réactions. Ça a été le cas en Europe, où on va inventer des nouvelles filières et ça va créer de la croissance. Exemple, la biomasse. Chaque fois qu'on va transformer de la biomasse au lieu de transformer du pétrole, on va gagner un emploi par 1000 tonnes de biomasse. Pardon. Ça, c'est clair, c'est net, c'est vérifié, c'est calculé. Mais, ça, c'est le bon côté du miroir. Puis il y a l'autre côté du miroir qui fait qu'à partir du moment où vous passez, vous admettez que vous entrez dans une économie de la rareté, en quelque sorte. À 10 milliards d'habitants, vous entrez forcément dans une économie de la rareté. En gros, ça va ressembler à 1940. 1940, c'était l'ère où il fallait 1 heure de queue pour avoir un œuf, en gros, par référence. Et bien, quand vous rentrez dans une économie de la rareté, automatiquement, les prix montent, et tous les prix montent. Si vous me dites qu'il faudrait que le pétrole soit à 140 $ le baril pour qu'on économise, pour qu'on ait l'équilibre les énergies renouvelables, très bien. Il faudrait une taxe carbone, très bien. Mais si vous mettez un prix du pétrole plus haut à une taxe carbone, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de l'alimentation va augmenter obligatoirement pour s'ajuster sur le coût des ressources pétrolières. Le prix de la chimie va augmenter. Le prix des matériaux, le prix de votre charpente de maison va augmenter. Tous les coûts de l'économie globale vont augmenter. Et à ce moment-là, comment réagit le PIB? Il y a des entreprises qui vont gagner de l'argent, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le consommateur, lui, il va en perdre de l'argent. Donc, notre avenir sera cher et rare. Il faut se mettre ça dans la tête. Une dernière question, malheureusement, on ne pourra pas plus. Oui, concernant les terres agricoles, est-ce qu'on est à la limite au niveau de l'utilisation des terres? Est-ce qu'il n'y a pas des terres qui pourraient être utilisées spécifiquement pour la biomasse, d'une part? Deuxièmement, le rendement au niveau biomasse de certains produits qui ne seraient pas en concurrence avec l'alimentation, est-ce qu'on développe de telles biomasses? Et troisièmement, pour rebondir sur ce que vous disiez à la fin, il y a 20 ans, on disait le pétrole était à 20 $, on disait à 30 $, la biomasse sera concurrentielle. Et aujourd'hui, il est à 130 et la biomasse n'est toujours pas concurrentielle. Paul Colonna, vous voulez répondre? Oui, alors sur le dernier argument de la concurrence à l'instant T, je vous rappelle que le calcul est effectué à coût incomplet. Donc, si évidemment vous considérez que la menace des gaz à effet de serre a un coût nul, c'est certain qu'on peut faire abstraction de cet élément-là, et par voie de conséquence, c'est non compétitif. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Le coût doit être effectué à coût complet. Donc il faut quelque part intégrer une taxe carbone, ou du moins prévoir les améliorations qu'il faudra faire. Ensuite, sur la première partie de votre question, nous sommes-nous arrivés à la limite des terres? Non, nous ne sommes pas arrivés à la limite des terres, mais déjà nous ne savons pas extraire suffisamment la biomasse qui est produite sous conditions de durabilité. D'autre part, nous avons des terres dans lesquelles les conditions de production agronomique, la production agronomique est largement insuffisante, tout simplement parce que l'investissement nécessaire, aussi bien en semences qu'en intrants, qu'en technique agricole, est insuffisant. C'est le cas de l'ensemble des pays développés, des pays sous-développés, pardon. Donc là, nous avons des marges de progrès considérables. Et le troisième point, pour produire de la biomasse, en supposant, pour rester dans le thème énergie, le troisième point, c'est le choix de la culture. Donc si vous effectuez des cultures, on va dire de colza, tournesol, vous tournez à 2 tonnes par hectare et par an. Si vous faites du blé ou du maïs, très schématiquement, vous êtes à 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Tout simplement parce que la teneur en protéines est complètement différente. C'est ça l'élément de différenciation. Si vous faites de la lignocellulose, qui est la matière, on va dire, la plus basique possible, vous tournez à 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Et là, avec des intrants qui sont très faibles. Si vous faites des microalgues, qu'on sait faire à l'heure actuelle au niveau du laboratoire ou d'installation pilote, on va monter à 40 à 50 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc il y a non seulement
le choix de la culture, mais il y a l'usage des terres. Et dans le cas des terres affectées à des plantations, des usages de production de microalgues, c'est certain qu'on va pouvoir utiliser des terres considérées comme non utilisables pour la partie agricole au sens production noble alimentaire, en supposant qu'on soit capable d'aller jusqu'au bout de ce discours. Mais on va pouvoir étendre ça dans des zones qui sont à l'heure actuelle strictement non cultivables parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Et par voie de conséquence, on va pouvoir faire des extensions de surface, non pas de production, mais de transformation de l'énergie solaire en biomasse. Claude Roy, vous vouliez ajouter un mot? Oui, c'est dans la suite. Je dirais que sur les productions strictement alimentaires, ce qu'a dit Paul est tout à fait vrai et on est dans cette logique-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une grande partie de notre avenir va exiger des productions qui ne seront pas alimentaires, qui seront destinées à produire ce qu'il a dit, de la lignocellulose ou des molécules qui ne sont pas destinées à l'alimentation. Et là, on a des marges de gain de superficie. D'abord sur ce qu'on appelle des terres agricoles marginales, on estime qu'il y en a 2 milliards d'hectares environ. Je rappelle, il y a 1,6 milliard d'hectares de terres cultivées dans le monde, mais elles se réduisent. Et puis il y a 2 milliards d'hectares de terres, on va dire marginales. Certaines étaient cultivées autrefois, je pense aux nappes à alpha et aux nappes à stipa d'Afrique du Nord, qui servaient à produire de la cellulose pour fabriquer du papier. Eh bien, elles ne sont plus cultivées, celles-là. On peut parfaitement les remettre en culture pour produire de la cellulose, pour faire bien sûr du carburant, de la chaleur, mais pourquoi pas aussi faire de l'alimentation. On sait refaire de l'alimentation à partir de cellules. Et puis on a une autre source dont personne ne parle jamais, parce qu'on n'ose pas en parler, parce que c'est tabou, c'est les forêts. Les forêts dans le monde sont archi sous-valorisées, archi sous-exploitées. Alors là, ça repose le problème de savoir si on doit mettre en culture la forêt tropicale. Moi, je pense personnellement que c'est le seul moyen de la protéger, de la mettre en culture et de la cultiver. On a dans le domaine des ressources forestières mondiales une très très grande potentialité de productivité. Pas de beefsteak, bien sûr, mais de cellulose. Et dès qu'on produira de la cellulose dans les forêts tropicales, on produira des matériaux, on produira de la chimie, on produira de l'énergie, et en même temps, on allégera la pression sur les terres agricoles. Donc globalement, il faut voir la planète comme un jardin planétaire dans lequel on peut jouer, et où effectivement, ce qui va jouer, c'est à la fois la concentration démographique des besoins, et puis d'autre part, les coûts. Et une dernière question, alors. Bonjour. Rapidement, c'est... Oui, la production de biomasse ne va-t-elle pas être freinée et voire limitée par manque de substances? Je pense aux phosphates et aussi aux sels minéraux, ce qu'on appelle vulgairement la cendre de combustion du bois. Et il y a bien sûr d'autres substances. Qui veut répondre? Vous avez absolument raison. C'est tout ce que je peux dire, c'est un grave problème. Expliquer. On a l'habitude de dire tout le temps que l'échéance du pétrole, c'est 50 ans, l'échéance du gaz, c'est 60 ans, l'échéance de l'uranium, c'est 80 ans, l'échéance du charbon, c'est 200 ans, mais on oublie toujours de dire que l'échéance du phosphate, c'est 30 à 50 ans. On a un vrai grave problème de ressources phosphates au niveau mondial. Et les seules ressources alternatives phosphates sont des ressources organiques, notamment c'est les boues d'épuration, par exemple, qui sont riches en phosphate, les digestats de méthanisation, les ressources organiques, que je rappelle aujourd'hui, la civilisation actuelle n'aime pas trop. On n'aime pas trop voir répandre des boues sous son nez, mais pourtant c'est vachement précieux, les boues. Donc on a quand même un sacré problème de... Il y a le phosphate, mais il n'y a pas que le phosphate, il y a l'eau évidemment. On a des problèmes de facteurs de production agronomique. Là je me substitue à Paul, il me pardonnera s'il n'est pas d'accord. Je ai discuté un jour avec la présidente de l'INRA. Je pense que nous avons à inventer une agriculture, on appelle ça l'agrobiologie d'ailleurs, une agriculture qui soit productive, j'insiste là-dessus. Pas question de faire de l'extensif, du bio, du machin, du productif, du sobre en même temps, et du diversifié, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ben on n'y est pas encore. Ça, c'est le défi de l'agronomie des 50 ans qui viennent. Ça. Paul Colonna, un mot pour conclure? Sur la partie phosphate, il y a une solution toute simple, qui est la partie bioraffinerie environnementale, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des déchets urbains, agricoles, etc., je ne sais pas le sens du mouvement que vous faites au premier rang. Je ne voudrais pas me prendre, oui, c'est ramer, etc. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand vous faites une bioraffinerie agricole, environnementale, la pire des solutions, c'est produire du méthane. Parce que c'est une solution énergétique qui est valorisable sur le marché à l'heure actuelle, donc tout le monde peut briller avec ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est récupérer les 3 éléments à NPK et pouvoir les recycler. Donc l'ensemble des 3 intrants, dont le phosphate dedans. Ça, on sait le faire à l'heure actuelle en combinant un ensemble de techniques. Donc il faut conserver de la méthanisation, il faut utiliser des microalgues, il faut faire des fermentations en complexe microbien. Et à ce moment-là, on récupère l'ensemble du phosphate
de l'atome de phosphore, qu'on peut renvoyer. Et donc, c'est des logiques qui sont à l'heure actuelle en développement. Alors, elles sont en développement dans des laboratoires. Je veux dire, l'INRA, c'est le laboratoire de Narbonne, pour être simple. Je veux dire, c'est l'endroit où ça se passe. Il y a des industriels qui l'ont en tête. N'oubliez pas que les deux géants mondiaux de la gestion des déchets, du traitement des déchets, sont des sociétés françaises qui se sont développées là-dessus. Et elles ont parfaitement cet élément-là dans le collimateur. Et elles travaillent sur la récupération du NPK. Alors ça conduirait à une véritable économie circulaire sur ces éléments-là, avec des fuites en ligne, parce que forcément il y aura des pertes au niveau du champ, mais on pourra récupérer, on peut envisager de récupérer une partie, donc de reculer l'échéance des 30 ans que vous avez signalé pour le phosphate. Voilà, c'est un tour rapide de ces enjeux. Je retiendrai notamment que il semble que l'agriculture est promise à évoluer vers un degré de sophistication pour l'instant inouï, si je comprends bien. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier. On a réussi à peu près en 1 heure à poser les jalons de cette problématique extrêmement complexe qui est la possibilité, limitée ou pas, de remplacer les usages du pétrole par la biomasse. Mais je vous remercie beaucoup.